voilà, toujours dans le prolongement des soins en chirurgie, donc on va voir le PANARI. Bien. Alors, dans le plan du cours du PANARI, on va voir la définition, les signes cliniques, les différents types de PANARI, le traitement, et puis nous avons bien sûr le rôle de l'aide-soignant en période préparatoire, alors préparation psychologique et préparation physique. Et puis en période, bien évidemment, opératoire, toujours la préparation physique et bien évidemment le transport du malade, et en préparation de la chambre de l'opéré, donc le transport de l'opéré, l'installation, le nursing et la surveillance du patient, tout simplement. Donc on va revenir à la définition du PANARI. Donc le PANARI est défini comme tel, c'est-à-dire toutes les inflammations aiguës des parties molles, des doigts, quelle que soit leur nature, leur étendue et leur profondeur. Un PANARI couramment appelé mal blanc. Donc, on dit d'un PANARI un mal blanc. Donc, c'est une infection fréquente découlant de l'inoculation dans le doigt. Bien sûr, c'est dans le doigt d'un germe. Le plus souvent, un staphylocoque par une piqûre ou une plaie, même minime. Donc, les signes cliniques. Alors, les signes cliniques, donc, nous avons ce qu'on appelle le stade inflammatoire. Il s'agit d'une simple rougeur avec une douleur à la pression, une augmentation du volume du doigt, et ensuite le PANARI collecté est caractérisé par ce qu'on appelle une tuméfaction, donc fluctuante. La douleur est intense, oui, insomniante et pultative, c'est-à-dire d'accord, et pultative, c'est-à-dire fihaglih, donc ça tape dans le doigt, un état fébrile, donc la température est également associée. Deuxièmement, on va voir les différents types de PANARI. Bien. Dans les différents types de PANARI, deux types de PANARI sont à distinguer selon, bien évidemment, leur importance des tissus altérés. Nous avons le PANARI superficiel et le PANARI profond. On va débuter par le PANARI superficiel. Donc, on va dire tout simplement le plus commun, donc siège au pourtour de l'angle, et puis donc, il se traduit par une inflammation évoluante en quelques heures ou en quelques jours, entraînant une augmentation du volume du doigt, d'accord, et une rougeur, une douleur généralement lancinante, et bien évidemment responsable d'insomnie, donc, et responsable du fièvre. Le PANARI profond survient après inoculation, d'accord, direct du germe dans ce qu'on appelle la gaine des fléchisseurs, c'est ça? La gaine des fléchisseurs, donc ça c'est les muscles fléchisseurs, donc il vient dans la gaine fléchisseur et il constitue ce qu'on appelle la complication, d'accord, d'un PANARI superficiel. L'infection peut atteindre l'os, généralement, donc d'une phalange qu'on appelle ostéite. Donc, elle peut atteindre ce qu'on appelle une ostéite, une articulation entre deux phalanges qu'on appelle une arthrite, ou encore plusieurs tendons des doigts, d'accord, ou encore toute la main, c'est-à-dire un phlegmon, qui entraîne ce qu'on appelle une déformation douloureuse et bien évidemment du doigt en crochet, c'est-à-dire haka. Alors, le traitement, donc on va voir le traitement. Donc le traitement, avant de passer au traitement, il est plus convenable de déterminer les facteurs favorisants, tels que quoi par exemple? Le diabète, généralement, et bien évidemment un déficit immunitaire. On parle des immunodépressifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'immunité pour, bien sûr, combattre cette infection. Au stade inflammatoire, prescrire des bains de doigts biquotidiens dans des solutions antiseptiques, bétadine, hexamidine, transcutanées, associées à des antibiotiques, bien évidemment, anti-staphylococciques, tels que la bristopène, donc 2 à 3 grammes jour. Une surveillance doit être effectuée où le patient doit être revu en 24 heures à 48 heures, au plus tard, si l'évolution est favorable, donc le traitement doit être poursuivi. Maintenant, on va passer au stade collecté. Il consiste en une incision, d'accord, et évacuation du puits. Si l'infection est profonde, le principe de traitement consiste à l'excision complète de tous les tissus, d'accord, donc les tissus nécrosés, d'accord, ce traitement doit être effectué, bien évidemment, au bloc.
que on va parler de l'ordre de rôle de l'aide-soignant en période préparatoire. Alors ce rôle, donc, il doit tout simplement faire ce qu'on appelle la vérification, donc se présenter, vérifier les propriétés corporelles du patient, si du point de vue hygiénique, d'accord, l'état de sa bouche, des oreilles et de son nez, vérifier s'il a pris sa douche, demander si le patient est bien à jeun depuis minuit en lui posant des questions, vérifier qu'il n'a pas absorbé d'aliments, bien sûr de boissons ou qu'il n'a pas fumé, et aussi, dans le cas contraire, prévenir le médecin et l'infirmier. Vérifier que le patient ne porte pas de bijoux, ça c'est dans la période préopératoire, c'est-à-dire avant de passer à l'acte qui est la chirurgie, l'opération. Enlever le patient les prothèses, les lentilles, s'assurer de l'absence de vernis à rouge à angle aussi, et bien évidemment, de plus, pendant l'intervention, on révèle de plus l'oxymétrie de pouvoir capter aucun signe, donc s'il n'y a pas de vernis à angle. C'est pour cela quand on ressuscite les vernis, il faut se laver. Pourquoi? Parce qu'on va mettre ce qu'on appelle un oxymètre pour détecter, c'est-à-dire l'apport d'oxygène au niveau cutané. Alors, préparation psychologique. Donc, moi, j'ai parlé de préparation psychologique. Donc, préparation psychologique, là, voilà, la préparation psychologique. Donc, écouter les craintes du patient, laisser s'exprimer, sécuriser le patient le plus tôt possible. Aussi, engager le patient à maîtriser son angoisse, préciser au patient l'heure de l'intervention, créer un environnement calme pour permettre au patient de se détendre, et aussi bien recommander au patient de ne pas se lever après la prémédication. Pourquoi? Parce que là, on va le préparer à l'intervention durant cette nuit. Si besoin, mettre les barrières car risque de chute, et mettre la sonnette à portée de la main du patient. Aussi, la transmission orale et écrite à l'infirmier, les craintes, les angoisses. Enfin, la préparation du patient, on va voir là, normalement, la préparation du patient. Donc, nous avons la préparation physique. Donc, dans la préparation du patient, tout ce qui rentre dans le bloc doit être propre, les cheveux doivent être attachés, faire revêtir au patient la tenue opératoire, c'est normal, chemise, bonnet, bottes, demander au patient d'aller uriner avant toute prémédication, prendre les constantes qui sont le pouls, la température, bien évidemment, et la tension artérielle, donc la diurèse, etc. Les noter, réaliser les soins cutanés opératoires ou d'épilation, d'accord, préparation de la peau, est-ce que le patient est bien compris qu'il ne doit ni absorber, ni fumer. Alors, le transport du malade, on va parler du transport du malade en salle d'opération, installer le malade sur son lit ou le chariot ou la chaise roulante, selon, bien évidemment, les habitudes et services de l'État et du malade. Donc, précaution particulière, c'est quoi? C'est à prendre au cas où il porte une perfusion. Donc là, c'est une précaution, parce qu'il a un délire serrant, donc il faut faire attention, fermer la perfusion, sauf contre-indication, éviter les coups durs, d'accord? Donc les pilules des sondes urinaires, accompagner dans son dossier médical complet, vérifier la présence de tous les éléments. Alors, en période préparatoire, là, on est en période préparatoire, donc voilà, préparation en période préparatoire, la préparation de la chambre. Donc, aérer la chambre, tout simplement, effectuer le ménage pour éviter tout risque infectieux, désinfecter le pistolet ou le bassin et les mettre à proximité du lit, préparer le lit, installer un matelas anti-escar, matelas à eau fluidisé, refermer le lit avec le drap ou plusieurs couvertures donc, qui serviront à réchauffer le malade. En plus, le matériel prévoit systématiquement barrière de sécurité, potence, arceau pour éviter le pot de couverture, décroché, un plateau avec compresse-serrure, un atomiseur d'eau, d'accord, et bien évidemment installer un ou plusieurs pieds à sérum avant le type d'intervention, et placer un haricot à la tête du lit. Donc, préparer le nécessaire à prise de paramètres, thermomètre, appareil à pression artérielle, stéthoscope, préparer une feuille de surveillance du patient, c'est très important, et préparer le matériel d'oxygénothérapie. Donc, il ne faut jamais d'oublier de préparer de l'oxygène. Donc, matériel à prévoir selon l'intervention, bien évidemment, il dépend des types d'intervention, en accord évidemment avec l'infirmier. Donc, le matériel à aspiration bronchique, le matériel à aspiration digestive, d'accord, donc le support de redon, les drains et les poches, et bocal à urine. Avant de quitter la chambre, veillez à ce que la température soit entre 18 degrés, 20 si ce n'est pas le cas. Réchauffer la pièce avec un radiateur électrique, faire une demi-prénom pour favoriser le repos du patient sur le tour, et vérifier le fonctionnement et l'emplacement de la sonnette. On sait
Maintenant, en post-opératoire. Alors, en post-opératoire, donc, oui, on va venir, on sait, donc en post-opératoire, lorsque le patient revient à la salle de réveil, transport de l'opéré, transporté, donc le transport de l'opéré. Alors, transport de l'opéré, donc, le transport du malade s'effectue sur un chariot, le malade doit être bien couvert et mis en bonne position, la tête sur les côtes, accompagné de son dossier, une attention particulière pour les drains et les sangs. Attention, il faut faire attention aux drains et aux sangs. Installer le malade dans ce lit et surveiller immédiatement donc, la couleur du tiguement, la chaleur, le refroidissement des extrémités, aussi la présence ou non de sudation. Alors, surveiller les constantes, donc vérifier les drains, vérifier les pansements, aussi vérifier que le malade n'a pas touché au pansement et surveiller la perfusion. L'aide-soignant doit être impérativement prévenir l'infirmier, quel que soit son problème. Si le malade souffre, si le patient a envie d'uriner, en cas d'écoulement anormal, en cas d'anomalie du liquide d'aspiration, si les drains ne sont pas vides. Donc aussi, il faut surveiller le patient. Donc, quand on surveille, c'est l'installation du patient, vérifier que l'opéré est bien réveillé, faire une toilette, faire une prévention d'escale, garder les urines, noter l'heure des urines, aussi prévenir les complications infectieuses et prévenir les complications pulmonaires. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste que donc, prévenir les complications cardiovasculaires, prévenir les complications thromboemboliques, prévenir les complications digestives, prévenir les complications urinaires et prévenir les risques d'escale. Voilà, je vous remercie.